grosso modo 3 parties. Le plat de résistance, évidemment, est plus vers le milieu, mais les deux autres me paraissent importantes aussi. Donc, pour parler de transmission, j'ai pensé qu'il n'y avait vraiment rien de mieux que la littérature jeunesse. Pour illustrer aussi la portée didactique, je vous propose une petite incursion dans le roman La Révolte d'Élisabeth Turgeon. Et donc, c'est un roman de formation, au sens où l'entend de Jost et Chardin, entre autres. Donc, c'est un roman où le héros trouve sa place dans la vie après avoir surmonté différentes épreuves. Donc, c'est un roman tissé de philosophie bouddhiste qui est transmise essentiellement dans un monastère. Âgé de 15 ans, vulnérable et en colère, Zacharie, mais il préfère qu'on l'appelle Zach, comme le dit Dolto, se défait progressivement de sa carapace, soudain étroite, pour en acquérir une autre. Vous avez reconnu le complexe d'Iomar. Le but de la présente communication est donc de décrire, à partir d'une grille didactique, le processus de transmission de valeurs destiné à aider un adolescent, je cite, à trouver le chemin à emprunter pour se rendre jusqu'à lui-même. Donc, la première partie, voilà, c'est d'échapper à une situation intolérable. Donc, le héros est là et tout à coup, il prend conscience au début du roman que c'est vraiment inacceptable la vie qu'il mène, sa situation. Il étouffe, il souffre des attentes que sa famille a placées en lui. Donc, il y a une histoire familiale aliénante, là. On pense à la psychogénéalogie. Le grand-père est médecin, le père s'est rebellé à son époque, il est devenu ingénieur. Et le petit-fils doit absolument être médecin. Alors, personne n'en doute, et il s'est montré très longtemps docile, notre Zach, et il le disait, il pense à ça après, il dit, j'étais dans l'espoir d'être apprécié et admiré de tous. Donc voilà, tout à coup, donc, cette négligence lui saute aux yeux, alors qu'il a fait exprès d'échouer à toutes les matières, il a des E partout. Ses parents n'ont même pas regardé son bulletin, ils sont habitués, il a toujours A. Alors, ils sont toujours, il y a une scène au petit déjeuner, ils sont dans leur courriel et leurs soucis leurs soucis professionnels, et ils sont persuadés donc qu'il va toujours être un excellent élève. Donc, ils tombent des nues. On a à peu près 8 chapitres qui se passent au Québec, à Montréal, et après, ça nous donne un chapitre final, c'est le retour au Québec, et dans l'intervalle, donc, c'est l'expérience au Myanmar. Alors, la situation de départ, c'est qu'il y a un rejet vraiment de l'autorité. Le grand-père, la mère, le père, les professeurs, et il devient provocateur, insolent, irascible, agressif. Il fait tout pour se faire renvoyer, et ça fonctionne. Oui, il est dans le meilleur lycée, la meilleure école privée de Montréal, et ça marche. Mais lui, il est un peu écorché vif, et voilà, donc dès le début du roman, il rejette les valeurs matérialistes de son monde, il habite l'île des Sœurs, sa mère a 500 paires de souliers, et puis son père a une Audi décapotable, et c'est vraiment le summum du bonheur. Pour eux, mais pas pour lui. Donc, il souffre, c'est bien analysé dans le livre, il souffre des exigences, je cite, du paraître, de la compétition, de la réussite socio-professionnelle. Donc, on ne lui avait pas appris à vivre avec les autres, mais à les dominer. Donc, évidemment, ça ne lui va pas trop. Il est enfant unique et il souffre également de solitude affective. Cependant, la solitude affective n'était pas tout à fait complète, puisqu'il était devenu ami avec une vieille dame pour laquelle il faisait des commissions, des courses. Et c'était une personne dont il disait à ses camarades, « Je lui parle, elle écoute. Jamais de questions, jamais de sermons. » Voilà, mais malheureusement, elle s'appelle Madame Monarque, là. Et elle est morte, par contre, il y a 4 jours, et personne ne lui a dit, ni son père, ni sa mère. Et là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, il lui faut trouver une réponse à cette situation, et il décide de ne plus parler du tout. C'est une résolution qu'il tiendra assez longtemps, au moins un mois.
Donc, malgré des épreuves, on va voir que son départ pour le Myanmar va quand même être sa chance et vraiment sa planche de salut. Donc, le voyage au Myanmar, on ne s'en va pas au Myanmar comme ça. Là, c'est le père qui est ingénieur qui doit aller vérifier, évaluer les incidences écologiques d'un barrage, d'un super barrage que les Chinois bâtissent au Myanmar. Et donc, le père part pour le Myanmar. La mère, ne sachant pas quoi faire du fils, achète un billet d'avion, fait la valise et voilà, dit au père, tu t'en occupes. Le père, évidemment, ne nourrit pas de très bons sentiments envers son fils, qui lui est imposé finalement malgré lui. Donc, dans ce qui suit, je montrerai que la transmission s'effectue de différentes manières. Est-ce que c'est quand je chante? Oui. On n'a pas besoin de regarder. Voilà. Alors, j'ai pris ma grille didactique et puis je suis allée voir dans les théories ce qui pouvait convenir ici. Et donc, les mécanismes de transmission et de réception donc, vont être le mentorat, l'apprentissage par les pairs, la lecture personnelle, donc je vais détailler tout ça. Mais globalement, on peut parler d'apprentissage expérientiel au sens où David Kolb le présente. Et donc, les expériences qu'il va vivre sont voulues, organisées par d'autres, ou elles sont subies. Valérie. Donc, la transmission, le mentorat, il bénéficie, une fois là-bas, je vous passe un peu, ça serait trop long, les détails, comment on se retrouve le crâne rasé, les pieds nus, et on rentre il y a un petit... comment on dirait ça, une petite intervention magique, là, je pourrais vous expliquer tout à l'heure si vous le souhaitez. Toujours est-il qu'ils se retrouvent au monastère, les jeunes de 12 ans, au Myanmar, doivent obligatoirement passer un mois dans un monastère. Donc, le fils de l'ami du père rentre au noviciat et fait son noviciat. Et donc, Jacques, par un tour de passe-passe, lui, à 15 ans, il rentre aussi, le père birman ayant donné son accord au moine tondeur. Voilà. Alors donc, il se retrouve, lui, Zach, avec un jumelage personnalisé. Ça s'explique parce que, malheureusement, il ne parle pas le birman et il a vraiment besoin pour son enseignement d'aide. Donc, le mentor en question a étudié à Paris et, comme par hasard, a visité le Québec aussi. Donc, parle très bien français. Le moine utilise une approche très souple. Donc, il lui affirme son autonomie pleine et entière. Tu as un chemin à faire, tu dois aller à Québec et tu es à Montréal, tu choisis l'itinéraire, tu t'arrêtes où tu veux, pas de problème. Et donc, la deuxième caractéristique de ce mentorat aussi, c'est l'affirmation de l'absence de contrôle. On voit bien qu'on n'est pas dans une école traditionnelle, c'est assez loin de ce qui se passe dans les écoles du Québec. Donc, il n'y a pas d'examen ici, je cite, tu n'as pas de compte à rendre, tu lis les enseignements du Bouddha et tu prends ce qui te convient. Bon, l'autre élément important aussi, c'est qu'il a l'autorisation de prendre des initiatives à condition qu'il évidemment obtienne au préalable le feu vert. Et puis, on lui rappelle la règle monastique selon laquelle il est interdit de manger entre midi et le lendemain matin. Alors, ensuite, aussi, il y a un petit accommodement raisonnable quand même, parce que c'est un occidental, il est costaud, il a un grand estomac comparé aux petits estomacs des enfants du Myanmar, il est bien nourri. Donc, le premier jour, le moine lui donne 5 boulettes de riz de la grosseur d'une bille et 5 raisins secs. Et donc, après, évidemment, les pères prennent le relais aussi, notamment le jeune Khotan, qui est le fils du père, le fils de l'ami du père de François Martin, le père de Zach. Donc, il va apprendre à rester stoïque. Alors, il a évidemment, vous vous en doutez, l'estomac qui gargouille beaucoup. Et Khotan lui dit, c'est pas important. Donc, ils deviennent quand même amis, là, pour toutes sortes de raisons. Mais donc, Isaac ne communique toujours pas et doit écrire sur un cahier ce qu'il a à dire, ce qui limite évidemment beaucoup la communication. Donc, les pères, donc c'est Khotan, là,
le père privilégié, et puis la plupart des camarades novices, donc il les observe et il a un intérêt, une curiosité, tout de suite il regarde ce qui les différencie, les oreilles, le visage, les cheveux, enfin il s'intéresse aux autres et il voit que ces camarades-là ont l'habitude de vivre une vie difficile et que dans le fond les privations, ça ne les dérange pas. On est dans un régime de junte militaire. C'est la misère, beaucoup, et donc beaucoup entrent aussi au monastère pour être nourris. Alors donc, ils vont pieds nus, ils n'ont ni lit, ni oreiller, ni couverture, et ils souffrent donc sans se plaindre du froid et de la faim. Donc pour lui, ce sont des modèles, alors on apprend aussi par modélisation. Voilà, alors c'est ce qui se passe, mais Zach apprend à partager. Alors, le premier jour, il reçoit 5 boulettes de riz. Le deuxième jour, 4 boulettes de riz. Le troisième jour, 2. Et le quatrième jour, si je compte bien, seulement 1 boulette de riz. Et là, il sent qu'il est capable de s'en passer. Et il passe la boulette, donc, au jeune Khotan, qui a 12 ans, lequel passe la boulette à un autre enfant, qui le passe à un autre, qui le passe à un autre. Comme ça, il y a 4 ou 5 relais. Et finalement, le trésor aboutit dans les mains d'un petit qui a 6 ans et qui est un orphelin. Donc là, il y a une leçon que Zach comprend très bien et qui l'aide donc à apprendre à partager. C'est un enfant unique, donc il n'a jamais eu à partager. Donc voilà, pour ce qui est de la lecture personnelle, le moine, évidemment, il ne peut pas, lui, donc comprendre le birman, l'adolescent en question, donc le moine lui remet un livre, Wisdom of the Buddha. C'est en anglais, mais c'est pas un problème. Et de ce livre, donc il doit lire ce livre et prendre dans ce livre ce qui fait son affaire, ce qui lui convient. Donc il retire 3 citations. La première, je cite, « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé, a été formé à partir de nos pensées et façonné par nos pensées. » La deuxième citation, donc on est vraiment dans la philosophie bouddhiste, « Le plus grand des conquérants n'est pas celui qui gagne des batailles contre des milliers d'hommes, mais plutôt celui qui devient maître de lui-même. » La troisième citation lui indique que sa pensée, bien dirigée, peut faire plus pour lui que n'importe quel membre de sa famille, que ce soit son père ou sa mère. Bon. Mais évidemment, les livres ne suffisent pas, et lorsque j'ai eu analysé le roman selon cet angle, j'ai trouvé aussi que ça ne suffisait pas. Et dans le fond, ce qui m'a paru vraiment important, c'était cet apprentissage expérientiel. L'apprentissage expérientiel pour Kolb, donc l'apprentissage est un processus constant d'adaptation à l'environnement social et physique dans lequel on se trouve. Et donc, le savoir tire son origine des expériences vécues, se valide dans de nouvelles expériences vécues. Donc, c'est ce qui m'a paru tout à fait pertinent ici. Donc, les expériences, les épreuves, c'est toujours indiqué. Donc, 2 expériences. Avant le départ au Myanmar, c'est vraiment l'affrontement avec la famille dysfonctionnelle. Et une fois au Myanmar, donc le séjour formateur au monastère bouddhiste. Et pour résultat, donc, je le disais tantôt, au dernier chapitre, le retour au Québec, la formulation d'un projet de vie net et précis. Donc, avant le départ, il y a une épreuve. Zach subit l'épreuve du rejet. Rejet par ses parents à partir du moment où il se révolte contre le destin tracé qu'on souhaitait pour lui. Et il est habitué, il repense à tout ça, et il se dit, j'ai trop été habitué, trop occupé à faire le chien savant pour qu'on me regarde et pour qu'on m'aime enfin. Donc, lors du voyage au Myanmar, durant le séjour au monastère, il y a 4 épreuves. Il y a l'épreuve du rejet, parce que le père continue d'être fâché contre son fils. Quand je dis fâché, il est hors de lui. Et donc, l'épreuve aussi, une autre épreuve, c'est l'épreuve du ressentiment. Le fils éprouve à l'endroit du père et de la mère, mais surtout du père, un ressentiment terrible, ce que Max Scheler appelle l'auto-empoisonnement. Mais en fait, ça éclate, donc c'est bien. Et donc, il est en train de lire les enseignements du Bouddha, et tout ce qu'il peut faire, c'est réfléchir à son enfance et à son début d'adolescence, et se mettre à pleurer et être très, très, très malheureux. Donc, il y a aussi l'épreuve de la privation.
Et cette épreuve est redoutable, donc comme je vous l'ai expliqué, il souffre de la faim, du froid, de l'inconfort. Et quand il est en procession avec ses camarades, vous savez que les moines bouddhistes reçoivent un bol vide et doivent aller récolter leur nourriture parmi la population. Donc là, il recueille dans un bol la nourriture offerte. Bon, c'est l'expérience de la dépendance. Il était déjà dépendant de ses parents, donc néanmoins, là, il y a des petites différences quand même. Donc, de retour au Québec, il profite du fait qu'il a surmonté ses épreuves. Il est apaisé. Il sait où il s'en va. Il sait qu'il va finir son secondaire 5. Il avait tout laissé tomber. Il veut entrer à l'école de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Il veut voyager aussi pour apprendre de nouvelles recettes et saveurs. Et ce qui arrive, c'est que, étant donné que le père birman et son fils et sa fille sont dans le dénuement le plus total, le père québécois, François Martin, va les parrainer. Et donc, ils viennent aussi au Québec et tout le monde ils habitent ensemble dans la même maison. La mère est complètement éliminée, elle a refait sa vie pendant ce temps-là. Donc, voilà. Alors, j'arrive à l'observation réflexive, généralisation, déduction. Vous vous doutez bien que ce n'est pas suffisant de vivre des choses. Il faut encore y penser, en tirer des conclusions, des logiques, des principes, etc. Donc, il prend conscience progressivement que ses besoins d'estime et d'appartenance sont comblés. Ses compagnons, il se sent très bien avec ses compagnons. Il les regarde, il apprend donc aussi que le corps, dans le fond, s'habitue et que peut-être que 3 repas par jour plus 2 collations, ce n'est pas absolument nécessaire. Il avait des semelles orthopédiques dans ses chaussures, mais là, il marche pieds nus, puis ça fait mal au début parce qu'il faut se faire de la corne. Et puis, l'épreuve du dénuement lui fait découvrir les bienfaits de la vie et apprécier accepter de se contenter du nécessaire, finalement. Donc, grâce à la Pindapata, là c'est le terme qui indique, qui désigne la collecte de nourriture, il découvre l'interdépendance parce qu'après avoir été donc nourri par les habitants de la ville, ce qui arrive, c'est que la nourriture, c'est une très bonne, ce sont des aliments très bons. Là, les gens qui donnent dans l'espoir d'obtenir des mérites pour une meilleure vie future. Et les femmes qui font la cuisine au monastère ne savent pas faire la cuisine. Donc, quand la nourriture arrive, elles mélangent les légumes, la viande et le riz. Et ça donne une bouillie absolument infâme. Et tout le monde est fort insatisfait de cela, mais les moines n'osent pas se plaindre. Donc, le jeune homme, notre Zach, arrive et va parler à son mentor et lui explique la situation. Je sais cuisiner, je pourrais faire la cuisine. Pour 175 personnes, oui, j'ai l'habitude, j'ai suivi. Quand j'étais dans un camp de vacances, tous les étés, je travaillais avec le cuisinier, je ne voulais pas participer aux activités avec les autres. Donc, c'est ce qu'il fait, il réussit, mission accomplie, et pour redonner ce qu'il a reçu en don, eh bien, il va arranger un jardin d'herbes qui était à l'abandon sur le terrain du monastère, et il va aussi laisser ses recettes quand il va partir pour revenir au Québec. Donc voilà, il va communiquer son savoir-faire et donc voilà. Ces lectures viennent renforcer et confirmer ses expériences. Bon, il en conclut que chacun de nous peut et doit changer ses pensées si elles ne lui conviennent pas. La notion de choix est importante. Bon, il y aurait des parallèles à faire avec ce qui se passe ici dans nos écoles, mais c'est notre histoire. Le plus important, donc, n'est pas de vaincre son père, mais de devenir maître de soi. Et il lui faut se libérer ses chaînes, et c'est juste lui qui va le faire, et personne d'autre. Donc, la portée didactique de ce roman de formation, je vérifie, non? Donc, évidemment, on se demande toujours ce que l'auteur avait derrière la tête en écrivant cette histoire. À la suite de la lecture, donc, qu'est-ce que les jeunes lecteurs adolescents occidentaux peuvent retirer de ce roman? Eh bien, je pense qu'on peut trouver réponse à certaines questions du genre peut-on se détacher d'une histoire familiale aliénante? Si oui, comment? Peut-on rompre avec les valeurs parentales? Peut-on mettre fin à une solitude affective? Comment ça peut se passer? Quels sont les remèdes
à ces problèmes existentiels. Donc, pour l'auteur, qu'est-ce qu'elle transmet, l'auteur? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé 6 adages. C'est étonnant, mais c'était assez clair quand même. Bon, je signale tout de suite que le regard porté n'est pas propre. Les valeurs dégagées, les messages dégagés ne sont pas propres au bouddhisme. En fait, il s'agit de valeurs universelles, très simples. Donc, j'ai dégagé des adages, des aphorismes, des proverbes. Vous allez voir, c'est très simple, mais il faut creuser quand même un peu pour les trouver. Donc, la première pensée importante, connais-toi toi-même. Donc, c'est vraiment un des messages importants. Je laisse de tomber les commentaires. Le deuxième, bien faire et laisser dire. Le troisième, les voyages forment la jeunesse. Le quatrième, après la pluie et le beau temps. Vous savez comme c'est important que les romans jeunesse se terminent bien. Qui ne risque rien n'a rien. Vas-y, fonce, ose. Et puis, un esprit sain dans un corps sain, puisqu'à la fin, il déteste patiner. Il ne sait pas patiner. Il est bon partout, sauf dans les sports. Il est retour au Québec et il s'en va patiner avec son amoureuse, Mia, la fille de l'ami birman. Et il ne sait pas patiner, mais c'est pas grave. Il dit, on va s'amuser. Voilà. Alors, en conclusion, donc, j'ai tenté de décrire le processus de transmission de valeurs bouddhistes, dont je viens de vous dire que ce sont des valeurs universelles pour aider un adolescent en transition vers l'âge adulte. Donc, dans la révolte, il doit d'abord se libérer de parents dysfonctionnels et toxiques, mais avec le voyage et le séjour au monastère, il va prendre du recul et affronter des épreuves telles que le rejet. Le rejet devient acceptation réciproque entre le père et le fils. Là, je n'ai pas eu le temps c'est très bien documenté et raconté, là, comment la progression du fils est accompagnée du cheminement du père, qui se fait expliquer, lui. Il a un autre mentor qui est son ami U Tin Moug. Le ressentiment devient affection du fils envers le père. La privation, c'est de l'absence de superflu, donc ça n'est pas un problème. La dépendance devient de l'interdépendance, puisqu'il peut à sa façon redonner ce qu'il a reçu. Donc, c'est un processus continu, ancré dans l'expérience. Et ce qui est transmis en particulier, c'est ce que le Britannique Edward Conze, spécialiste du bouddhisme, appelle le pragmatisme. Selon cette philosophie bouddhiste, je cite, « La valeur d'une pensée doit se juger par ce que nous pouvons faire grâce à elle. » Voilà. Alors, l'adolescent en question va se développer sur les plans affectifs, cognitifs, moral, social, spirituel, découvrir ses propres ressources, donc qui est le défi de l'adolescence. Donc, nouvelles attitudes, nouvelles valeurs et un savoir-être indéniable, si bien que comme dans tout roman d'apprentissage de formation, à la fin, je cite Jost, le père, le théoricien de roman de formation, le héros apparaît armé pour la bataille de l'existence, prêt à vivre sa vie. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore 2 petites minutes pour parler des recherches ultérieures? Attendez-vous. Oh, c'est vrai. C'est vous qui avez l'autorité. En tant que gardien. Bien. Alors, donc, comme je le disais, je n'ai pas parlé de la formation du père par son ami birman. Le père explique patiemment ce qui se passe. Ton fils vit de la souffrance. Il se dégage peu à peu de cette souffrance. Il est au monastère. Il vit aussi de grandes joies au monastère. Le père comprend beaucoup de choses. Quand on parle de recherche ultérieure, c'est toujours un petit peu à partir des limites du travail qu'on a fait. Donc là, il serait utile, je pense, de se tourner vers la philosophie pour démontrer d'une certaine manière que les valeurs bouddhistes se rattachent à celles qui sont véhiculées dans les philosophies occidentales. Et puis, j'aurais aussi le goût de creuser davantage les notions de la psychologie pour décrire les épreuves du passage de l'adolescence à l'âge adulte dans ce roman de formation, La Révolte, ou dans un autre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.